Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Vendée Globe, 33e journée de compétition, journée des fuites. Ça sera un petit peu le thème de la vidéo du côté des problèmes. On parlera bien des conditions climatiques qui sont pas forcément faciles pour les hommes de tête, de la tempête qui est en train de quitter les bateaux à dérive droite et qui commence à arriver sur les bateaux à foil, enfin sur les bateaux à foil de génération 2016-2017. Et puis on reviendra également sur la compétition, sur les hommes de tête, avec un petit changement en termes de règlement également, dont on parlera en ce début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et ça me permet de me soutenir, car plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et puis deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec la vidéo du jour et la météo. Pour le moment, une météo qui est pas très simple, on va dire, pour les hommes de tête. Comme vous pouvez le voir, il y a un vent, certes, qui est un petit peu plus fort pour Charlie Dalin. C'est vrai qu'il a cet avantage-là depuis le début de la course, c'est d'avoir toujours un petit peu plus de vent que ses adversaires, quasiment. C'est vrai que c'est un Vendée Globe où les leaders ont toujours un petit peu plus de vent que les concurrents de derrière. Alors, est-ce que ça va s'arrêter dans le Pacifique, cette théorie? C'est ce qu'on verra, mais pour le moment, c'est l'avantage des concurrents de tête. Pour le moment. Donc Charlie Dalin, vous voyez, qui est en train de contourner cette zone d'exclusion arctique et qui va descendre un petit peu plus sud pour quitter la Tasmanie et pour passer sous la Nouvelle-Zélande, qui sera la dernière terre, pas vraiment vue, hein, mais on va dire entreaperçue sur les cartes avant quasiment le Cap Horn, à part une petite île quelques petites îles qui sont vraiment en plein milieu du Pacifique. Derrière, eh bien, la bagarre Sébastien Simon et Johan Richomme qui est toujours en place dans ce vent-là, avec donc cette... en fait, c'est une sorte de queue de dépression. Vous voyez, il y a une dépression là, hein, un front, et c'est l'arrière de la dépression qu'ils sont en train de prendre et qui s'en va quasiment jusqu'à Paul Meillat qui est ici. Ça c'est dans les prochaines heures. Normalement il va y avoir une zone de molle qui va descendre au sud. Ça va pas être l'idéal pour Jérémy Bayou, mais également pour Thomas Ruyant qui va vraiment tomber dans de la molle. Alors que les concurrents qui seront un petit peu plus au nord devraient essayer d'avoir un petit peu plus de vent. Ça sera quand même pas très folichon pour ces concurrents là, ce qui devrait permettre peut-être à certains concurrents de s'échapper. Quoique, vous voyez que demain, hein, la zone de molle, elle aura quand même légèrement avancé, mais normalement, elles seront un petit peu plus au sud. Donc, ils pourraient l'éviter, quoique, quoique, vous voyez, hein, cette zone de molle, elle avance avec le temps. Donc, ça ne sera pas si facile que ça. Derrière, vous voyez que dans 2 jours, eh bien, ce front sera sur les concurrents Boris Herman, le groupe Boris Herman, que Romain Tanasio, eux, ils seront un petit peu à l'arrière de ce front normalement. Et puis pour les bateaux à dérive droite, on aura une autre dépression très forte cette fois-ci, qui sera sur les concurrents. Et ça va pas être facile pour les sudistes par rapport aux nordistes du côté des bateaux à dérive droite, puisque normalement, le plus costaud de la mer, il devrait se le prendre quand même pas mal avec cette tempête-là. Et si ça se calme pas, en plus ils seront en train de jouer avec la zone d'exclusion des glaces, donc ça peut être très compliqué pour eux dans les heures à venir. Et en ce moment, la météo pour ces concurrents-là, vous voyez, il y a pas mal de vent déjà. Ils sont à l'arrière d'une dépression qui commence à arriver sur Romain Athanasio et qui devra arriver, cette dépression-là, hein, sur le groupe Boris Herman dans 24 heures, un peu moins de 24 heures, où là ça devrait pousser fort ces bateaux-là vers la Tasmanie. Voilà pour le groupe Boris Herman. On passe aux problèmes techniques. Je parlais de fuite. Pourquoi? 2 concurrents qui ont eu des fuites. Ça commence avec Tanguy le Turquet. Alors Tanguy le Turquet, il disait comme il a eu beaucoup de problèmes techniques sur les dernières 24 heures, il a tendance à vraiment assurer ses arrières, notamment au niveau des manœuvres. C'est-à-dire qu'il fait extrêmement attention à chaque fois qu'il fait une manœuvre, voire quasiment à faire trop attention quand il fait des manœuvres, grosso modo. Et bien, ça a failli lui coûter très cher, parce qu'en fait, il faisait tellement attention en fait, à sa grand voile,
qu'il en a oublié qu'il avait démarré le chauffage et qu'il y avait des petits volets où le gasoil pouvait s'échapper et donc il a un peu raté sa manœuvre, le bateau s'est un peu couché, le gasoil est tombé dans le bateau et donc voilà, il y avait une petite fuitage de ce côté-là. Au départ il a eu peur parce qu'il croyait que c'était une fuite hydraulique, une fuite d'huile au niveau de la quille et heureusement pour lui, non, ce n'était que du gasoil. Par contre c'était pas le cas du côté de Sébastien Marcet. Lui, c'était une vraie fuite d'huile au niveau de la quille, une fuite hydraulique. Alors, pour vous expliquer, de toute façon, il a fait une vidéo de 5 minutes sur YouTube si vous voulez voir un petit peu l'étendue des dégâts et l'étendue des travaux. Ça a dû lui prendre au moins 5-6 heures au moins à réparer Sébastien Marcet. J'ai oublié de vous montrer où était Tanguy le Turc, et tiens, en passant, on oublie les habitudes. Voilà, il est ici, Tanguy le Turquet, 345 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. Et donc du côté de Sébastien Marcet, qui est toujours bien positionné pour le moment, à côté de Violette d'Orange notamment, et ben Sébastien Marcet, ça lui a coûté beaucoup de temps cette fuite hydraulique, parce qu'en fait il allait utiliser la quille, bouger un petit peu la quille. Quand à un moment il a entendu un psss, comme ça, faisait un bruit un petit peu de vapeur qui s'échappe. Et en fait c'était l'huile qui était en train de s'échapper, tout simplement car une durite, donc une durite dans un système, c'est un tuyau en caoutchouc qui permet d'amener du liquide. Vous en avez sur les voitures notamment des durites de refroidissement ou des durites d'essence. Et du côté donc de Sébastien Marcet, la durite s'est coupée, donc c'est-à-dire que ça a fait un trou, donc le liquide s'est échappé, c'est du liquide quand même à haute pression. Sa quille n'était plus utilisable. Et le problème, c'est que dans un premier temps, sa quille était en fait brinque-ballante parce qu'il a dû arrêter totalement le système. Donc la quille, au lieu d'être maintenue, elle faisait comme ça la quille. Donc elle se balançait d'un côté ou de l'autre. Sauf que la quille, faut vous dire que c'est extrêmement important pour la stabilité du bateau parce que je rappelle 4,50 m sous le bateau. De 4,50 m de tirant d'eau, c'est hyper bas en fait la quille, ça a beaucoup de poids, ça pèse 3 tonnes je crois à peu près une quille, et donc ça fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite quoi, donc ça embarque le bateau, à chaque mouvement ça embarque complètement le bateau, donc il devient quasiment plus manœuvrable et ça peut être très dangereux parce que ça peut vous faire facilement un départ au tas et abîmer encore plus le bateau. Il a essayé de bloquer avec un vérin, il y a une sorte de vérin de secours pour bloquer tout le système, sauf que ça n'a pas marché efficacement, et donc le bateau était brinque-ballé de droite à gauche avec les vagues, et en même temps il fallait réparer rapidement, parce qu'il y avait le front qui était encore sur lui du côté de Sébastien Marcet, donc ça n'a pas été facile du tout pour le concurrent de Foussier, et vous voyez, donc c'est pour ça qu'il a perdu un petit peu de vitesse et un petit peu de distance par rapport à certains concurrent. Guirec Soudé, lui, est en train de bricoler. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Il est aux alentours des Kerguelen. Voilà, il essaye de bricoler alors qu'il y a encore pas mal de vent et de mer, donc notamment pour sa drisse où il est obligé de monter au mât. Il a également un problème de bosse d'enrouleur du J2. Qui est complètement HS et pendant au moins 1 heure son mât n'était plus maintenu par le J2 parce qu'en fait il savait pas quoi faire pour réparer, pour stabiliser la situation. Donc il disait ça a été 1 heure très angoissante avec le mât qui bougeait, vous voyez le mât bouger parce que le J2 encore une fois c'est une voile qui sert également à l'armature du bateau quand cette voile là ne fait plus ce travail-là, et le mât devient beaucoup plus mobile. Et c'est vrai que Guirec Soudé était assez inquiet, et il a réussi à trouver une solution, mais il doit réparer cette bosse d'enrouleur, plus la drisse. Drisse qui ne lui permet pas de déhooker sa grand voile facilement, et il a du mal notamment à descendre et remonter sa grand voile facilement, vu que cette drisse n'est plus opérante, donc il va falloir réparer tout ça. Autre souci également, c'est pour Antoine Cornic qui n'a toujours pas réparé. Il se met encore une fois en sécurité un petit peu plus au nord. Donc pour l'instant, toujours pas de réparation d'effectuer du côté d'Antoine Cornic. Mais il disait, voilà, on va trouver une solution, pour Antoine Cornic pour continuer la course avec ce problème de chariot, de grands voiles cassés. Donc ce qui fait que le bateau est difficilement manœuvrable. C'est surtout que il peut pas avancer vite dans ces conditions-là, Antoine Cornic. Donc il faut vraiment qu'il trouve une solution. Donc il a décidé de dormir. Parce que des fois la nuit porte conseil du côté d'Antoine Cornic. Et j'avais oublié de vous dire que Sébastien Foussier, il a utilisé sa seule durite de rechange
pour ce système-là. Donc voilà, c'est pas top, alors qu'on n'est pas encore à la mi-course pour lui. Autre concurrente qui a décidé de dormir, c'est Clarisse Kremer, que vous voyez ici. Clarisse, bien Clarisse, elle est désormais de nouveau 13e. Pourquoi Samantha Davis lui est passée un petit peu au sud? En fait, elle devait faire des manœuvres, hein. C'était prévu dans son routage qu'elle avait préparé en amont, c'est-à-dire qu'elle devait faire 2 manœuvres. Sauf que le problème de Clarisse Kremer, c'est qu'elle était complètement HS. Vraiment, elle a eu un gros coup de mou, donc elle a décidé de rentrer dans une zone de molle, de dormir, voilà, pendant 5-6 heures pour se reposer. Et forcément, Samantha Davis, elle, a fait la manœuvre, surtout que Samantha Davis, elle avait passé une journée plus calme, où elle avait réparé quelques petits trucs. Donc elle lui est repassée devant, donc Clarisse Kremer 13e, toujours dans le groupe avec Boris Herrmann, mais Boris Herrmann un petit peu plus au sud. On passe à la tête de course. Sébastien Simon, lui, eh bien, a eu un petit malheur. Sébastien Simon, il s'est coupé le pouce. Voilà, il s'est fait une entaille dans le pouce avec un couteau, voilà, en faisant des petites réparations voilà, sur son bateau, avec les mouvements droite-gauche. Avec encore une fois de l'océan Indien qui est assez casse-pattes, une mer assez courte, donc avec pas mal de petites vaguelettes comme ça que vous prenez progressivement au niveau du bateau. Eh bien, ça a tendance à pas mal basculer avec un bateau en plus qui gîte maintenant désormais énormément. Vu qu'il n'y a plus de foil, enfin qu'il n'a plus qu'un foil du côté de Sébastien Simon, et bien voilà, il s'est fait une petite entaille au pouce. Et puis Charlie Dalin qui disait que il commence à être un peu inquiet parce qu'en fait il peut pas faire de bricolage en ce moment, il n'arrive pas à bricoler et à réparer les 2-3 petits trucs sur son bateau. Parce qu'il disait très clairement qu'il y avait un peu trop de mer pour lui et comme il avance vite, il a du mal à calmer un petit peu le rythme du bateau. Et il a en plus beaucoup de manœuvres à faire et pas tant d'avance que ça. Parce qu'il n'a que 200 000 d'avance. C'est pas si énorme que ça, 200 000. Hein. C'est 8 heures de navigation, 10 heures de navigation. Ça peut se perdre très vite dans une remontée de l'Atlantique Sud. Donc il disait, il se pose pas vraiment pour réparer. Et ça, c'est un problème. Parce que comme je le disais hier, il faut rarement reporter au lendemain sur un Vendée Globe. Et ça, c'est pas la bonne stratégie de reporter au lendemain. Donc je pense qu'il va falloir un moment qui calme vraiment le jeu et qu'il décide de réparer. Alors il attend peut-être la sortie de la Nouvelle-Zélande pour faire ça, Charlie Dalin. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Et ça montre que ce Vendée Globe n'est pas encore joué. C'est vrai que j'ai lu dans les commentaires, certains disaient c'est joué déjà pour la victoire. Non, c'est certes, ça va être compliqué à partir du Thomas Ruyant, mais c'est pas encore impossible. Il va falloir une situation météo plus favorable que pour les bateaux de tête. Mais par contre, dans le trio de devant, Johan Richaud est totalement en capacité encore d'aller chercher la gagne. 251 000, c'est pas encore un écart exceptionnel. Et on a encore la moitié du parcours à faire. Donc je rappelle qu'il y a 4 ans, Charlie Dalin, il avait 300 000, je crois, d'avance au Cap de Bonne-Espérance. À la fin, c'est pas lui qui gagne. Alors certes, dans des circonstances de course qui ont été exceptionnelles, mais ça pourrait se reproduire. Donc il faut faire attention. Moi, ça me rappelle les gens qui disaient, par exemple, il y a quelques années, sur un Tour de France, après l'étape de la planche des Belles-Filles, « Oh, Pogacar, elle a gagné le Tour de France ». Pas de peau, il est tombé sur Vingegaard cette année-là et il s'est fait battre. Comme quoi, parfois, il faut se méfier quand quelqu'un domine trop. C'est à la fin de la course qu'on pourra faire vraiment le bilan. Là, on n'est qu'à la moitié du parcours. Charlie Dalin vient seulement de passer la moitié du parcours. Il reste encore 50%, donc on en est loin encore des possibilités. Par contre, ça veut dire que si on va aussi vite sur la deuxième partie de course, on peut peut-être faire la course en 70 jours, en 72 jours et battre le record de Armel Lecléache. Eh bien, on commence avec Charlie Dalin, donc vous voyez, ses vitesses sur 24 heures. Alors certes, la vitesse, on a l'impression qu'il n'est pas exceptionnelle, il a quand même repris de l'avance par rapport à Sébastien Simon et Johan Richaud sur les 4 dernières heures. Vous voyez, sur les 4 dernières heures, Sébastien Simon, c'est 54 000, Johan Richaud, c'est 66 000. Lui, il en a fait 71,5 et vous voyez qu'en plus, il descend un petit peu plus au sud. Donc sa distance au but qui permet de faire le classement, on va dire un petit peu de la route idéale, eh bien, ça lui permet de récupérer un petit peu d'avance par rapport à la journée, par rapport aux dernières heures où il avait un petit peu perdu. Mais l'écart reste assez stable quand même avec Johan Richaud pour le moment et Sébastien Simon, surtout que lui, il a fait
pas mal d'empannage, hein, comme vous le voyez, pas mal de manœuvres, de petites jibes, comme je te dis, ces petits empannages, ces petites chicanes. Ce qu'on se sont en train de faire, Johan Richaum et Sébastien Simon, il va pas falloir traîner pour ces deux-là, parce que vous voyez, hop là, la situation de molle avance sur eux. Donc il va falloir réussir à sortir de cette zone le plus vite possible, parce que sinon, ça permettra à Charlie Dalin de reprendre encore un petit peu d'avance. Situation par contre compliquée pour Thomas Ruyant, un petit peu déprimé. Ouais, il était désespéré, Thomas Ruyant, parce que il est tombé dans une molle. Et c'est vrai qu'hier, j'avais pas l'impression qu'il était en danger plus que ça par rapport à cette situation de molle. Et il a dit que voilà, il tombait en plein dedans. Il pensait qu'il y aurait un petit peu plus de vent que ça. Il n'y a pas eu de vent du tout. Donc Thomas Ruyant, il voit Johan Richaum, Sébastien Simon, Charlie Dalin s'échapper, hein, parce que hier il avait hier à 11 heures, il y avait 568 000 et à 15 heures il y avait 536 pardon, 497 un petit peu après par rapport, et puis là vous voyez cette nuit complètement arrêté, et vous voyez que devant ça s'échappe, derrière ça se rapproche vraiment de lui, parce que désormais il n'y a plus que 100 000, moins de 100 000 d'écart par rapport à Jérémy Bayou. Alors Jérémy Bayou qui est parti plein sud, sauf qu'avec ce vent mou qui continue d'avancer, c'est peut-être pas la meilleure option. Il va falloir se méfier de Nicolas Lundveld qui part un petit peu plus nord, et surtout Paul Meillat aussi, Child, Besthaven, notamment Besthaven qui va très vite sur les 24 dernières heures, à 435 000 de parcouru sur les bateaux du top 10, c'est l'un des plus rapides, si ce n'est même le plus rapide pour le moment. Oui, 435, c'est plus que Johan Richaum et que Sébastien Simon. Donc ça veut dire que ça va vite du côté du coureur de Maître Coq, qui est quand même à moins de 1000 milles, donc ça reste un coureur dangereux. Pour moi, jusqu'à Paul Meillat, on peut encore viser un bon classement. Après, à partir de Boris Herman, ça va être plus compliqué de faire des remontées. Il faudra encore une fois avoir des situations météo qui soient favorables, et surtout cravacher pour ces bateaux-là. Ce qui semble pas si évident que ça pour Boris Herman, et surtout, il se retrouve de nouveau dans des zones de transition. Et on l'a vu, hein, son bateau, il est vraiment en difficulté dans ces périodes-là, parce qu'il a un bateau, encore une fois, qui est plus lourd, qui est fait pour la mer déchaînée, sauf que dans ces situations on va dire de mer très très calme, il n'arrive pas à s'en sortir. C'est le cas également pour Clarisse Kremer, qui n'a pas fait une grosse moyenne avec ce vent qui était un petit peu plus calme. Quoique, vous voyez, 380 000 au final, elle va aussi vite que Samantha Davis sur les 24 dernières heures. Donc le fait de ne pas s'être recalé un petit peu plus sud, c'était peut-être pas une chose si catastrophique que ça, parce que 380 000 en ayant dormi 6 heures, c'est quand même pas mal, hein. Du côté de Clarisse Kremer, alors que Samantha Davis a peut-être moins dormi. Donc elle a peut-être bien choisi son moment pour faire sa petite sieste au final, Clarisse Kremer. Derrière, ça avance difficilement pour Benjamin Dutreux, qui se retrouve dans du vent. Il s'est pris une zone de molle, hein, Benjamin Dutreux, hier. Hein. Il était dans une zone de transition, comme vous le voyez, qui maintenant tombe sur les concurrents qui sont plus devant. Et en fait, il attendait surtout la dépression de derrière. C'était ça son objectif, et la dépression, elle est en train de pousser en fait Pip Air et Romain Attanasio, qui vont extrêmement vite. Pip Air est la concurrente qui a fait le plus de 1000 en 24 heures. C'est la deuxième fois que ça lui arrive sur ce Vendée Globe. 458 000 de parcouru en 24 heures. Romain Attanasio, 430 000. Donc vous voyez que c'est 430 000, c'est ce que fait Johan Richaum. Donc il est dans les vitesses de Johan Richaum, donc ça veut dire que ça pousse fort en ce moment. Et Damien Seguin, lui, est dans de la mer difficile, mais il a du fromage donné par Jean-Pierre Dick, un petit morceau de fromage donné par Jean-Pierre Dick, donc ça va pas mal quand même du côté de Damien Seguin. Mais encore une fois, on parle beaucoup du Hongrois qui est seul au monde. Elle n'est pas facile la course de Damien Seguin, parce que ça fait quand même depuis de nombreuses journées où il est distancé par le groupe Romain Attanasio, mais il est également devant largement le groupe Jean-Lucas, donc il est dans une sorte d'entre-deux mondes, un petit peu en solitaire. Donc c'est pas si facile que ça pour lui. La bagarre des bateaux à dérive droite, donc encore une fois la voie des sudistes. Je sais pas si c'était la voie la plus intéressante, parce que vous voyez que la voie des sudistes, on avance à 345 000 et 338 000 avec beaucoup de mer. Dans les dernières heures, ils se sont pris quand même des mers très très costauds.
Alors que j'ai l'impression que sur la voie nord, alors on n'a pas des solutions plus calmes en termes de mer, mais qu'on arrive à aller plus vite. Parce que bah, ouais, on a un peu plus de zones d'échappatoire. Ça a l'air de mieux marcher pour Jean-Luc Cab. Je regardais aussi Benjamin Ferré, deuxième journée à plus de 400 000 hein, pour Benjamin Ferré, avec mon noyeur Duo for Job, qui était l'ancien Massif, notamment, et l'ancien Banque Populaire du dernier Vendée Globe. Bah, ça va un petit peu plus vite que les bateaux du bas, donc j'ai l'impression qu'ils sont en train un petit peu de gagner de la vitesse. En fait, le gain de distance est effectué par la voie sud de Tanguy le Turquet est largement compensé par le gain de vitesse de la voie nord. Donc c'est pas si avantageux que ça. Giancarlo Bedotte également, deuxième journée à plus de 400 000 et il revient de l'arrière sur Alan Roura notamment et sur Isabelle Yoshke. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais surtout sur Alan Roura qui commence à être décroché hein, du groupe Jean-Luc Cam, Isabelle Yoshke. Et puis bien derrière on voit Violette d'Orange dans un groupe avec Sébastien Marseille sur Foussier. Bah ouais, 100 000 de distance en décalage, tout simplement c'est les réparations qui ont coûté beaucoup de temps. Pareil pour Eric Bellion qui continue de réparer son Genaker. Il est en train d'entamer la dernière partie des réparations de son Genaker, mais quand même pas mal. Hein, 396 000 pour Eric Bellion, c'est quasiment 400 000 sur la journée. Puis Arnaud Boissière qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. Arnaud Boissière avec la Micaline, avec 353 000 de parcourus, 61 000 sur les 4 dernières heures. Et surtout avec la Micaline, Arnaud Boissière. Pas trop de problèmes techniques là, hein. Sur les 48 dernières heures, il n'y a pas eu de grosse annonce. Donc par rapport aux concurrents qui sont autour de lui, ça c'est un petit avantage qui pourrait être pas mal dans la suite de la course pour Arnaud. Voilà. Et puis bah derrière, Kojiro qui continue sa course. Pas trop de problèmes j'ai l'impression aujourd'hui pour Kojiro et qui est sur les mêmes moyennes que Oliver Air. Vous voyez qu'Antoine Cornic, très faible moyenne, tout simplement parce qu'il commence, je pense, le début de ses réparations. Il essaie surtout de remonter sur cet anticyclone là, sur cette zone de molle pour pouvoir réparer tranquillement. Et puis derrière, Denis Van Winneberg 266 000 devant derrière, voilà, dans les moyennes de Amedeo et Cousin, mais qui n'arrivent pas à suivre hein, les vitesses des bateaux plus rapides, alors que Jin Kunshu, le chinois, ça fait depuis plusieurs jours que ça va très vite hein, pour Jin Kunshu, 300, enfin très vite, bien plus vite que ses concurrents de l'autre côté. C'est vrai qu'il est allé dans des conditions de mer plus musclées, mais qui ont l'air d'être favorables à son bateau à foil. On rappelle le bateau de Jin Kunshu, je crois que c'est un bateau de 2016-2017, hein, c'est un bateau de cette génération-là, et ça a l'air de marcher pas mal pour le concurrent chinois, donc 342 000 de parcourus sur les 4 dernières heures, et puis on termine avec notre ami hongrois. Alors certains disent, mais pourquoi tu dis pas plus de choses sur notre ami, sur Szabolcs Veres? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pas grand chose à dire, parce qu'il n'y a pas de vidéo de bord de la part du Hongrois. Il fait quasiment pas de vidéo de bord. Donc, comment voulez-vous que je parle de sa course s'il n'y a pas de vidéo de bord? C'est un peu compliqué, hein. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, c'est un peu dommageable, voilà, de la part du Hongrois. Alors, est-ce qu'il a plus de moyens pour faire des vidéos? Bon, est-ce qu'il a des problèmes sur son bateau? Est-ce qu'il fait que il a décidé de pas communiquer, mais il y a un moment, moi si j'ai pas d'informations, si j'ai pas de trucs à vous dire, ça devient un petit peu chiant quoi, pour faire la vidéo, donc c'est pour ça que je parle pas beaucoup plus du hongrois. Bon bah sinon, c'est une vidéo assez courte aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas grand chose à dire pour tout vous dire. Au niveau de la situation, on peut parler des temps de passage. Enfin, des temps, des prévisions pour le Cap Horn. Hein. C'est des prévisions qui me paraissent très très courtes en termes de temps. On arriverait au Cap Horn avant le 24 décembre au niveau de Noël. Alors ça m'arrange pas des masses parce que pour tout vous dire, voilà, la vidéo du 24, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo le 24. Où ça sera une vidéo très très courte parce que le 24, bon, il y a une tradition familiale, c'est de faire la cuisine pendant un petit peu toute la journée, donc je pense que j'aurai pas le temps, vu que je serai en train de préparer le réveillon. Il y aura une vidéo, je pense, le 25, mais le 24, il y aura, je pense, pas de vidéo. Et ça sera peut-être pareil également pour le 31. Donc, ça m'arrange pas trop parce que je vais peut-être rater le Cap Horn et on sait que le Cap Horn, c'est un moment important. Certains disent c'est le dernier moment compliqué du Vendée Globe. Moi je suis en désaccord avec ça parce que pour tout vous dire, je considère que c'est un moment qui est en fait c'est un moment qui est très compliqué le Cap Horn
Parce que beaucoup ont l'impression que c'est la fin des emmerdes, le Cap Horn. On quitte les mers du Sud, allez, on va retrouver des conditions qu'on connaît plus, l'Atlantique Sud, et la remontée de l'Atlantique Sud et l'Atlantique Nord. Sauf que c'est des conditions qui deviennent extrêmement stratégiques et techniques. Sauf que votre bateau n'est plus à 100% de ses capacités, le skipper n'est plus à 100% de ses capacités, et il y a la fatigue, et il y a l'énervement, et il y a plein de petits paramètres qui peuvent rentrer, et cette remontée de l'Atlantique Sud, très difficile souvent, avec les bateaux de pêche, qui n'ont pas toujours tout indiqué sur l'AIS, ça peut être très difficile. La sortie du Cap Horn, en fait, il faut quitter ce train de dépression. C'est souvent très très difficile. Il y a souvent de la casse. Isabelle Diochke avait cassé à ce moment-là. Le passage du Cap Horn, vous voyez qu'en plus cette année, c'est très étroit avec la zone des glaces. Mais qu'en plus, vous ne pouvez pas vous approcher du Cap Horn parce qu'il y a pas mal de cailloux un petit peu sous-marins, mais qui pourraient taper la quille. Donc, c'est-à-dire qu'il faut passer vraiment au large normalement. On va passer de l'autre côté de cette île de Los Tetados. Il va falloir réussir à viser entre les deux îles là, parce que normalement on ne passe pas beaucoup plus au large que ça, mais bon, si les conditions de vent sont vraiment nulles, il faut vraiment passer au large, et avec très peu de mer, de la chaleur, parce qu'on va commencer à retrouver de la chaleur, sauf que je rappelle que là, on sera vraiment au maximum de l'été du côté de l'Argentine et du côté du Brésil, donc déjà ça a été compliqué lors de la descente de l'Atlantique, mais il fera encore plus chaud dans les bateaux. Donc il va falloir faire attention aux soucis de déshydratation et de coups de chaud. Donc c'est loin d'être facile, cette remontée. Pour moi, la fin des emmerdes, on va dire, c'est le poteau noir. C'est le deuxième passage au poteau noir. Déjà parce que normalement, le deuxième passage au poteau noir est souvent un petit peu plus facile. Des fois, on peut même réussir à l'éviter si on est doué. Et puis ensuite, vous avez les dépressions des mers du Nord, mais qui normalement sont quand même un petit peu plus clémentes. En partir de 10-15 janvier, on n'a plus forcément cette très très grosse tempête, donc ça devrait être du vent vraiment qui vous pousse et être du vent plutôt facile, parce que l'idée ça sera de remonter comme ça et de remonter, de reprendre le vent, ce couloir de vent là, pour ensuite contourner l'anticyclone qui est ici pour le moment et redescendre vers les Sables d'Olonne. Je dirais que la fin des emmerdes, pour moi, c'est le poteau noir. Et puis surtout qu'à partir du poteau noir, quand vous remontez là, vous savez que si vous avez un problème de mât, vous pouvez revenir sur Gréement Fortune. Si vous avez des problèmes de nourriture, c'est pas si grave que ça, parce que vous pouvez un peu vous restreindre, vu qu'il vous reste une dizaine de jours. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de mieux appréhender l'arrivée, et même si vous avez des problèmes, de vous en sortir. Même des problèmes graves, on va dire, de vous en sortir beaucoup plus facilement. Déjà parce que vous avez aussi, vous savez que vous pouvez être aidé par les différentes marines, notamment la marine américaine, qui peut vraiment vous aider en cas de gros problèmes aussi. Donc, c'est l'avantage, il y a pas mal de bateaux, il y a pas mal de cargos. Donc vous vous sentez quand même un peu plus en sécurité que là au milieu du Pacifique, quand on va passer à côté du point Nemo. Je rappelle, le point Nemo, c'est pas une île, le point Nemo, c'est le point le plus éloigné d'une terre. Là, à part dans cette zone-là, on va dire, dans laquelle je tourne avec ma souris, dans cette zone-là, grosso modo, personne ne peut vous aider. Sauf les autres concurrents. Donc on va serrer les fesses dans cette zone-là, parce qu'il faut mieux pas qu'il y ait un problème. On regarde les différentes statistiques sur les 24 dernières heures. Alors déjà, j'ai oublié de vous annoncer l'info. Oui, la zone d'exclusion a été abaissée. Ici. Elle était un petit peu plus haute hier. Dans cette zone-là, la zone d'exclusion a été abaissée. Tout simplement parce que on n'a pas trouvé d'iceberg. Il faut savoir que la zone d'exclusion, c'est une zone où en fait il y a des icebergs. C'est pour éviter d'être en contact avec des icebergs, d'être en danger avec des icebergs. En sachant qu'on prend une marge de sécurité à chaque fois par rapport aux derniers icebergs vus sur des images satellites. Sauf que là, il disait, on peut abaisser la zone d'exclusion vu qu'à 1500 km, on va dire au sud, on n'a pas vu forcément d'iceberg. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. En gros, donc on peut descendre un petit peu plus au sud, ce qui va permettre d'étendre la zone de jeu et donc d'étendre un petit peu les possibilités stratégiques
des différents concurrents, mais aussi les possibilités des différents concurrents de se protéger en cas de grosse dépression. Parce que quand la zone de jeu est réduite, comme là vous voyez Benjamin Dutreux, eh bien quand vous avez une grosse dépression qui vous passe sur vous, il n'y a pas vraiment de solution d'échappatoire. Ce qui peut être un petit peu un problème. Donc les statistiques sur les dernières 24 heures, donc la concurrente qui a fait le plus de 1000, c'est Pip Air, 458 000 de parcouru, c'est-à-dire à peu près 850 km. C'est 45 km de plus que Yannick Bestaven, qui est deuxième dans ce classement. Troisième, Oran Richoum. Quatrième, Romain Atanazo. Cinquième, Jean-Luc Ham, premier bateau à dérive droite. Devant, Sébastien Simon. Donc vous voyez, il n'y a pas Charlie Dalin dans ce classement du top 10. Benjamin Ferré, sixième, avec une nouvelle journée à plus de 400 000. Devant Isabelle Yoshke, Giancarlo Pedoté et Damien Seguin. Pas d'évolution de vitesse au niveau des records sur 30 minutes. On descend un petit peu le classement. L'écart entre Charlie Dalin et notre ami hongrois Szabolcs Veres, c'est 6 538 000 nautiques, donc 12 109 km, donc ça continue de s'accroître. Et du côté de Charlie Dalin, il est toujours en retard sur le record, 394 000, c'est-à-dire 730 km de retard. Mais encore une fois, on nous annonce un passage du Cap Horn aux alentours de Noël, ce qui voudrait dire donc un petit peu d'avance par rapport au record d'Armel Lecléache, si on se réfère un petit peu aux années et aux différentes distances à ce moment-là. Eh bien, c'est ce qu'on verra dans la suite de cette semaine de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!